Bonjour et bienvenue à cette session sur un sujet qui aurait peut-être pu faire partie du débat pendant les élections européennes, mais dont on a assez peu parlé, qui est l'élargissement. Et je vais parler assez brièvement pour pouvoir vous présenter les personnes qui sont là. Juste rappeler 2-3 choses. Rappeler que si en 2012, l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix, c'était pour avoir réussi à faire de l'espace européen un espace de paix et de prospérité avec ses élargissements successifs. Et donc nous sommes passés de 167 millions de citoyens européens en 1957, quand les 6 pays ont fondé la communauté économique européenne, à 450 millions aujourd'hui. En 1973, l'Irlande rejoignait les 6 pays fondateurs et en 1995, l'Autriche et la Suède les suivaient. Et puis, avec la chute du rideau de fer, une des premières choses qu'ont fait les républiques de l'ex-Union soviétique, c'est de se tourner vers l'Union européenne comme gage de liberté, de démocratie, de respect des droits humains et pour son économie sociale de marché. Et en fait, ça marche pas mal, puisque aujourd'hui, ces pays nous ont presque rattrapés, alors qu'ils avaient moins de la moitié du niveau de vie des Européens quand ils sont rentrés dans l'Union européenne. Ils sont aujourd'hui à presque 80% de ce niveau de vie. Et notre niveau de vie, à nous tous, est passé de 27 000 euros par an à 40 000 euros par an aujourd'hui. Comme vous savez, cet élargissement-là, il est dans un contexte très particulier, puisqu'il est celui de la guerre que mène la Russie à l'Ukraine. Mais c'est la même aspiration chez les Ukrainiens, chez les Moldaves, chez les Géorgiens et dans les pays des Balkans qui attendent depuis un peu longtemps de nous rejoindre. Et c'est important pour nous d'élargir notre espace de sécurité et de paix et de prospérité. Et c'est important pour eux aussi, puisque les tentations de rejoindre la Chine ou la Russie sont fortes. Et comme vous savez, la Russie attise cela et attise aussi la désinformation et les divisions chez nous. Et ce qui va être super intéressant dans cette session, parce que je ne veux pas être très longue, c'est d'entendre parler d'autres Européens. Et vous avez ici des Européens à la fois convaincus et très prestigieux. Et avec eux, on va parler à la fois de la nécessité de cette accession. Pour différents pays, nous aurons la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna en visio dès qu'elle sera disponible. Mais avec Caroline Elstadter, qui est la ministre pour l'Autriche de l'Europe et de la Constitution, nous aurons un point de vue sur les Balkans qui va être extrêmement intéressant. Avec Pascal Donohoe, qui, comme vous savez, est ministre des Finances de l'Irlande et président de l'Eurogroupe, aussi son point de vue sur l'élargissement, et d'autant plus que le Brexit est sorti, ce qui a eu beaucoup d'impact sur la politique irlandaise. Enfin, nous aurons Christian Danielsson, qui vient de Suède, qui a eu la présidence de l'Union européenne jusqu'à très récemment. Et puis un point de vue extérieur avec l'envoyé spécial du Canada pour l'Union européenne. Et donc, je vais commencer avec Caroline, qui non seulement est une Européenne engagée, mais qui est aussi une féministe engagée, puisqu'elle a fondé un mouvement qui s'appelle Next Generation is Female, où elle promeut les femmes politiques européennes et pas que, pour les faire travailler ensemble et pour essayer de faire avancer les choses. C'est un petit peu de ça dont elle va nous parler, mais surtout de son point de vue sur les Balkans. Caroline. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très contente d'être ici, mais je veux continuer en anglais. Well, there is no longer the question. Alors, on ne se pose plus la question de savoir si on doit élargir l'Union européenne. La question, c'est plutôt quand et comment. Et je pense que depuis 10 ans maintenant, on a vu beaucoup de changements qui ont été vraiment assez décevant finalement. Je me souviens que quand je travaillais toujours à la Cour européenne des droits humains, en 2016-2017, il y avait le référendum au Royaume-Uni. Et le jour d'après, mes collègues du Royaume-Uni, ils ne croyaient pas que le Royaume-Uni ait pu voter pour sortir de l'Union.
Alors, ce qui a suivi, c'était une période où l'Union européenne était vraiment préoccupée par la possibilité que d'autres pays allaient quitter l'Union. Quand je suis devenu membre du Conseil des affaires générales, je suis devenu ministre des Affaires générales en 2020 et on avait toujours cette atmosphère. Tout le monde se posait la question de est-ce qu'on on avait une conférence sur l'avenir de l'Europe et si on intègre dans ce mandat la possibilité que les traités soient changés, il était presque impossible de conclure par rapport au mandat, parce que beaucoup de pays posaient des questions par rapport des changements des traités qui pourraient mener à des référendums dans leur pays. Donc je dis ça parce que depuis 2020, cette atmosphère a vraiment beaucoup changé. Plus de pays que jamais souhaitent intégrer l'Union européenne. En venant d'Autriche, nous avons de belles relations avec les pays des Balkans de l'Ouest et nous sommes vraiment supporters de ce processus d'accession. Mais nous soutenons également d'autres pays. On parle de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, afin qu'ils puissent intégrer l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il est important d'élargir l'Union? Parce qu'il s'agit de la crédibilité de l'Union européenne, mais également de la sécurité pour l'Union européenne. Je vous dis cela parce que quand je regarde à cette période, je pense que maintenant, c'est le moment de pouvoir bien le faire. C'est pour ça qu'en Autriche, aujourd'hui, nous étions en faveur de cette intégration progressive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut s'éloigner de cette ancienne manière de penser où on se dit qu'on est membre ou pas membre de l'Union européenne. Il faut plutôt aller vers une idée où on se dit qu'un pays peut être un pays candidat. On peut avoir des incitations si on met en place certaines réformes, si on atteint un certain seuil de capital. C'est pour cela que je suis content que la Commission européenne a pu intégrer l'intégration progressive dans les réformes depuis 18 mois maintenant. Donc, comme vous savez, Pascal joue un rôle excessivement important d'intégration dans l'Union européenne et surtout, c'est l'homme qui a la manœuvre de la plupart des crises financières. Et c'est un regard d'un pays qui est presque un pays fondateur puisque l'Irlande est arrivée tout au début de l'histoire qui va nous donner sur l'élargissement mais aussi sur peut-être les opportunités et les difficultés. Thank you and good afternoon. Merci beaucoup. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je suis vraiment privilégié d'être ici pour ce merveilleux événement dans cette belle région de la France. Alors on parle ici de l'élargissement. Je peux vous donner 3 arguments pour vous dire pourquoi je trouve qu'il est important pour nous que l'Union européenne puisse s'élargir et qu'on puisse accueillir de nouveaux pays dans notre famille européenne. Et je vais vous donner 2 arguments qui sont basés clairement sur des besoins concrets, pratiques que nous allons avoir en Europe dans les années à venir. Et puis, j'aurai un argument plus politique par rapport à pourquoi je crois que cet élargissement est nécessaire. Je vous parle en tant qu'homme politique et en tant que membre du gouvernement irlandais et également du président de l'Eurogroupe. Je vais mettre également ça de côté pour le moment en vous présentant un argument plus personnel par rapport à ce besoin d'accession et pourquoi cela est intéressant pour nous. Le premier argument est un argument très pratique. C'est que les idées, la nourriture, les personnes dont on va avoir besoin dans les années à venir va être facilité si nous avons une Union européenne élargie. Si on regarde les besoins qu'on a au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation, je pense qu'on pourrait voir plus de progrès pour rencontrer ces besoins vraiment très pressants, très importants dans les années à venir. Si on élargit l'Union européenne et qu'on accueille plus de pays,
dans notre communauté. Le deuxième argument est en lien avec ce que Laurence a évoqué pendant l'introduction. C'est-à-dire que si ces pays qu'on évoque n'accèdent pas à notre communauté, la question que nous allons devoir évoquer, c'est dans quelle autre communauté est-ce qu'ils vont s'intégrer? Avec quels autres pays est-ce qu'ils vont vouloir construire des relations plus profondes? Si ce n'est pas nous qui serons les amis à long terme, les partenaires et les alliés à long terme de ces pays qui veulent accéder à l'Union européenne, ils vont aller ailleurs. Et s'ils vont ailleurs, cela va miner à notre sécurité, notre stabilité, notre prospérité dans les années à venir. Alors, pour résumer, je crois que la raison positive pour avancer avec l'accession, c'est la capacité de protéger à terme notre sécurité, notre niveau de vie et notre croissance économique. Et je crois que si cette accession n'aurait pas lieu, je pense que cela va nous ouvrir à des développements qui vont nous rendre plus vulnérables et moins stables à venir. Et puis il y a un troisième argument qui est être plus large. Je vais revenir à ce que Lance a dit par rapport au Brexit. Je me souviens de cette matinée où il y a eu ce vote pour Brexit. Je préparais mes enfants pour aller à l'école et j'ai réalisé que si le Brexit allait continuer et que si cette tendance allait s'élargir dans toute l'Union européenne, les libertés politiques que j'ai aujourd'hui, la capacité de voyager, d'apprendre, la capacité d'être ici, de vous voir tous en tant qu'amis, cela pourrait être menacé si notre projet européen devait être menacé. Je crois que l'Irlande, en étant membre de l'Union européenne, est devenue un pays plus prospère, plus libre, plus indépendant et plus sécure. Et si nous avons pu accéder à ces bénéfices, pourquoi est-ce qu'on chercherait à empêcher les autres, d'autres pays, à les recevoir? Je veux terminer sur un point de réalisme. Cela va être difficile. Ça va être difficile pour les pays qui veulent accéder. Ça va vouloir dire que l'Union européenne va changer. Mais je crois que si on avance sur ce chemin, on aura une Europe plus sûre, dans un monde qui devient de plus en plus dangereux et volatile. Si on n'avance pas dans ce sens, cela va augmenter les menaces auxquelles on fera face à l'avenir. Mais parce que je suis optimiste et parce que je suis avec vous tous, je veux vraiment vous dire qu'une communauté élargie sera une communauté plus prospère et plus sûre pour les décennies et les siècles même qui nous attendent. Merci beaucoup, Lance. Ici, on échangeait sur nos enfants. On a tous un enfant, deux enfants, un enfant, si je me rappelle bien, deux, ou dans l'autre ordre. Et pourquoi on a envie de parler de l'Europe? C'était pour l'avenir de nos enfants. Et merci à Pascal d'avoir rappelé ça. Pour rebondir sur ce que Pascal disait, Christian va peut-être enchaîner pour nous expliquer aussi que c'est pas forcément facile d'intégrer d'autres pays, c'est pas forcément facile de s'intégrer non plus. Il y a beaucoup de réticence au changement, même si on sait que dans le long terme, c'est bénéfique pour nous. Et peut-être Christian veut toucher un ou deux mots sur les difficultés ou ce à quoi il faut réfléchir pour que ça se passe bien, en fait. Oui, absolument. Premièrement, je trouve que ce que vous avez dit, M. Donneau, était très pertinente. Et c'est quelque chose qui n'est pas dit suffisamment souvent, honnêtement. L'intérêt que nous avons primordial pour comment on peut le dire, nous avons un choix. Le choix est d'exporter stabilité ou d'importer instabilité. Et je crois que ça, c'est un petit peu... Ça summarise un petit peu le défi que nous avons. Mais vous avez tout à fait raison, c'est pas quelque chose qui va être facile. Ça va être un défi pour nous, un défi parce qu'il faut qu'on réfléchisse bien
quels sont les changements dans la manière qu'on travaille au sein de l'Union européenne pour pouvoir faire cette grande étape en avance. Et là, en concrète, il faut réfléchir sur la politique. Comment est-ce que la politique agricole doit être dans une situation où nous avons une membre qui s'appelle Ukraine? On va avoir une membre qui s'appelle Ukraine. Comment est-ce que notre politique de cohésion va être établie? Quel modèle est-ce qu'on doit avoir en ce qui concerne le budget? Et comment est-ce qu'on va mettre en place un système où nous pourrions prendre les décisions qui sont nécessaires? Nous, Suédois, on ne pense pas que c'est quelque chose qui a besoin d'un changement de traité. C'est quelque chose que nous pourrions faire avec le traité existant, mais ça va être un défi. Mais le grand défi pour les pays membres, c'est de faire exactement ce que vous avez fait. C'est-à-dire de faire le point pourquoi c'est nécessaire et convaincre l'opinion publique qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de le faire. Et je suis sûr, dans ce public aujourd'hui, l'audience ici, il y en a eux qui sont assez sceptiques à cet élargissement. Mais là, c'est un défi pour nous. C'est un défi pour les candidats. Mais là, c'est un petit peu plus clair. C'est un grand défi, mais c'est clair. Il faut les institutions qui pourront garantir la démocratie, qui pourront garantir le respect pour les droits de l'homme et qui pourront aussi garantir un état de droit. Et c'est-à-dire la corruption doit être attaquée, etc. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Et pour ceux parmi vous qui ont travaillé dans le Centre européen, ce n'est pas une petite chose. C'est pas mal de législation qui doit être mise en place et qui doit être aussi être possible de faire fonctionner aussi. Et pour cette raison, ça qui a été dit avant ici, est qu'il faut réfléchir cette fois-ci qu'on le fait un petit peu plus différent que nous avons fait avec la Suède ou l'Irlande, ou comme on a fait aussi avec les 13 pays qui sont adhérés dès 2004 jusqu'à 2013. Et là, plusieurs réflexions sont là. Une était celle-ci qui a été mentionnée, que nous avons un système où on va étape par étape en ce qui concerne l'intégration. Mais au summary, ça va être un défi, mais c'est un défi, une impérative politique pour des raisons que vous avez mentionnées aussi. Merci, merci Christian. Je reviendrai peut-être à Caroline après l'intervention de Stéphane, puisqu'on parle de stabilité mondiale, de la nécessité de le faire dans un monde dangereux. On s'est dit que c'était une bonne idée d'avoir un regard extérieur. Et Stéphane Dion est l'envoyé spécial du Canada pour l'Union européenne, donc il passe sa vie à sillonner les 27. Et il va pouvoir nous faire prendre un tout petit peu de distance sur ce que nous voyons au quotidien chez nous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le Canada n'est pas candidat. Il faut être membre de l'Europe pour être candidat à l'Union européenne, ce qui est logique, mais c'est quand même une réflexion qu'on doit avoir. Si ce n'était pas le cas, vous auriez plus que 9 pays qui frapperaient à votre porte. Donc, quand on parle du déclin de l'Occident, il faut expliquer cela. Qu'après le Brexit, il n'y a pas eu la fuite en avant. Ça a arrêté. Il y a un pays qui est sorti, puis les autres ont dit « nous, on reste ». Et maintenant, on parle de croissance. Même chose pour l'OTAN, même chose pour l'OCDE. Et vous avez des millions de gens qui, tous les ans, risquent leur vie pour venir en Occident. Donc, on a nos problèmes, mais quand même, on est encore bon. Et puis, il faut qu'on ait confiance en nous. Alors donc, Canada n'est pas candidat. Pas plus ne vais-je répondre si vous devez être 27, 28, 30 ou 40. Parce que ça, c'est votre affaire. Le Canada a assez de gérer sa propre fédération sans se mêler de celle des autres. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce panel si je ne réponds pas à la question? Bien, en tant qu'envoyé spécial, non seulement de l'Union européenne, mais de toute l'Europe. Et ça se rend de l'Islande au Kazakhstan. C'est ce que le premier ministre Trudeau me demande de faire. Je peux vous dire ceci. Vous voulez vous élargir, alors le Canada souhaite fortement que ça marche, que ça soit un succès, to be successful. Et pourquoi donc?
parce que nous ne sommes pas membres de l'Union européenne et nous ne le serons jamais puisqu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, mais on peut quand même se flatter d'être le plus européen des pays non européens. On est toujours avec l'Union européenne depuis sa construction à toutes les étapes. On est épaule contre épaule pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le commerce. Nous avons noté que les pays qui sont rentrés en 2004, en 2019, ils avaient augmenté du double leur PIB per capita. C'est quand même une grande réussite. Mais en plus, l'Union européenne, c'est une machine à fabriquer des démocraties. Ce n'est pas seulement qu'au sortir de la guerre, les protagonistes se sont mis ensemble pour bâtir la paix. C'est déjà un grand accomplissement. Mais en plus, depuis la révolution des œillets, dont on vient de fêter le 50e anniversaire avec le Portugal, les démocrates d'Europe se sont servis de l'espoir de rentrer dans l'Union européenne pour faire avancer leur démocratie. Et je vois ça partout où je vais, quand je vais dans les Balkans, quand je vais dans le Caucase, en Europe de l'Est. On voit bien que l'espoir de rentrer dans l'Union européenne, d'atteindre les critères pour rentrer dans l'Union européenne, qui sont des critères de démocratie, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, etc., des valeurs que le Canada partage avec vous, c'est d'une grande aide. Donc, oui, il faut que ça soit un succès pour ces pays. Mais il faut que ça soit un succès pour l'ensemble. Ça, c'est l'autre aspect. Nous voulons une Union européenne qui reste fonctionnelle. A cohesive EU is what we need. Alors donc, il est important, en effet, qu'on s'assure que ceux qui rentrent fassent partie de la solution et n'empêchent pas l'Union européenne, avec ces systèmes de décision très lourds, de rendre des décisions rapides pour la démocratie dans le monde, pour la bonne gouvernance, pour l'OTAN, et pour l'Ukraine, parce que parmi ces pays, il y a l'Ukraine, et le Canada travaille très, très fort pour s'assurer que ça aille bien pour l'Ukraine. Et comme vous l'avez dit, as you said, si l'Union européenne ne fait pas cela, il y a toujours le risque que la Russie et la Chine et d'autres puissances plus compliquées investissent de plus en plus ces régions. Donc, le Canada veut vous aider à s'assurer que si c'est ce que vous voulez faire, ça soit un succès. Vous aider en parlant avec ces pays, en voyant comment on peut établir les meilleures pratiques qu'ils ont et que nous avons pour les élections, pour la bonne gouvernance, pour la gestion publique, pour avoir un secteur privé libre de corruption, etc., etc. On n'est pas parfait, le Canada, mais on peut peut-être apprendre des choses. Comment avoir des sociétés inclusives qui gèrent bien l'immigration. C'est toutes des questions sur lesquelles le Canada a l'habitude de travailler avec l'Union européenne et va le faire avec tous les pays qui frappent à sa porte. Donc, nous ne serons jamais membres de l'Union européenne. Nous allons rester le plus européen des pays non européens. Merci. Well, thanks, Stéphane, for reminding us that Canada. Merci beaucoup de nous rappeler, Stéphane, que le Canada ne deviendrait pas membre de l'Union européenne à cause de l'Atlantique. Je pense que c'est important également de regarder la carte quand on regarde les Balkans de l'Ouest. Et si on regarde la carte, il y a un écart, il y a un manque et il faut remplir ce manquement, parce que si nous ne le faisons pas, d'autres vont le faire. Il y a déjà une influence forte de la Chine. Je voyageais dans certains pays des Balkans de l'Ouest pendant la pandémie. On envoyait beaucoup de publicités chinoises. Il n'y a pas uniquement la Chine, il y a également l'Inde, il y a la Russie. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de garder ce lien avec les pays des Balkans de l'Ouest. Ça fait 20 ans qu'on leur a promis de devenir membres de plein droit de l'Union européenne. Et 20 ans plus tard, on a avancé, mais on n'est pas là où on devait être. Et ça vaut la peine de voyager dans ces pays. Je pense que l'Autriche est vraiment près de ces pays de manière historique, de manière géographique. Beaucoup de personnes ont fui en Autriche après les guerres. Ils sont bien intégrés. Beaucoup de personnes qui habitent en Autriche ont leurs racines dans ces pays. Donc, il faut vraiment qu'ils puissent faire tout pour devenir membres de part entière de l'Union européenne. Et je dois dire que je pense qu'il y a eu un changement au niveau de notre Conseil. Je vous donne qu'il faut faire plus. Je vous donne un exemple, la migration. Les pays des Balkans
étaient des pays vraiment importants pour gérer cette crise d'immigration en 2015-2016 et on a toujours besoin d'eux. Deuxième exemple, l'économie. Il y a beaucoup d'entreprises européennes, autrichiennes surtout, qui travaillent dans les Balkans. Donc, il y a des opportunités, mais ils vont pouvoir bénéficier, ils bénéficient du fait que ces pays sont en train de monter vers les niveaux européens, au niveau de l'anticorruption, au niveau commerciaux, etc. Alors, il y avait une question d'exporter la stabilité ou importer le désordre. Donc, nous sommes un pays qui a 70% de notre commerce étranger au sein de l'Union européenne et une bonne partie du restant est en lien avec les pays des Balkans de l'Ouest. Alors, il faut vraiment se souvenir que le 1er mai, ça fera 20 ans qu'on a eu cet élargissement le plus grand jusqu'ici et ça s'est bien passé. On ne vivrait pas la même chose si on le faisait aujourd'hui. Pensez à Moscou, pensez à la Russie. Il faut être clair, on a besoin que ces pays intègrent l'Union européenne et l'Europe n'est pas complète sans eux. Merci. Pour ajouter à ça, en Ukraine, comme dans les Balkans, il y a beaucoup de métaux rares, de commodités, de matières premières dont nous avons besoin, dont du lithium, des terres rares qui sinon sont en Chine. Ce qui est important. Alors comme nous sommes très disciplinés et un peu malchanceux avec l'Ukraine, nous avons beaucoup de temps pour des questions. Et vous avez ici un panel des Européens les plus actifs, donc j'espère que vous allez leur poser des questions. Est-ce que quelqu'un veut se lancer en premier? Sinon, c'est moi qui les pose et c'est horrible. Oui. Si vous pouvez vous présenter et vous lever. Merci. Oui. Bonjour, Mathieu Borin. Nous n'avons pas parlé de la gouvernance et un sujet tout simple, une question toute simple, c'est la majorité qualifiée. Est-ce que si nous élargissons, vous avez de bonnes convictions que nous pourrons aller beaucoup plus loin en termes de majorité qualifiée et que cette réforme va se faire rapidement? Oui. Christian. Je peux commencer. Vous avez tout à fait raison d'évoquer cette question. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites maintenant sur l'élargissement et les défis. Une était une étude franco-allemande qui était... Je crois qu'elle est venue en automne l'année passée. Et elle a identifié dans cette étude la question de majorité qualifiée comme une des aspects importants. Il y a une certaine logique là. Je dois dire, comme représentant de la Suède, nous sommes préparés pour une extension de la majorité qualifiée, surtout dans le domaine de affaires étrangères. Par exemple, c'est inacceptable que nous ne pourrions pas prendre une décision dans le comité de droits humains de l'Union Nations Unies. C'est aussi, de bon d'autres points de vue, nécessaire que nous pourrions prendre des décisions sur les sanctions. Et aussi, c'est important que nous pourrions mettre en place des missions civiles dans les situations de crise, sans avoir de longues discussions à cause de l'unanimité. Mais en même temps, il y a un grand défi, parce qu'il y a parmi les pays membres, on peut l'accepter, il faut reconnaître, il y a une crainte que si une extension de majorité qualifiée va donner une situation où les grands vont dominer les petits. Et ça je crois, il faut reconnaître ça. Est-ce que ça, c'est un grand problème? Je ne crois pas dans les grands sujets qu'on va discuter en ce qui concerne le changement de la politique agricole, la question de cohésion, et la question aussi de différentes manières comment nous allons négocier avec les pays candidats. Je ne crois pas que la question de majorité va être le plus important. Il y a un sujet où la majorité qualifiée, et je sais que certains pays pensent que c'est très important, je dois dire que la Suède pas, et c'est sur la question de financement.
Et là, notre part, est très important que ça reste l'unanimité. Juste pour un exemple qu'on a défi de cette question. Mais c'est une question qui va venir dans des discussions, comment nous adaptons les institutions pour un élargissement dans le futur. Alors, je vais rebondir juste dessus avant de passer la parole à Pascal qui a été le héros qui a accepté la taxe minimale dans un pays pour qui c'était le plus compliqué. On a parlé tout à l'heure de l'acquis communautaire et des législations. Tant qu'on n'aura pas un budget un peu plus important en Europe, on fera des règles. Et je crois, et c'est une question sur laquelle peut-être vous voulez revenir à un moment, mais quand le seul instrument politique de l'Union européenne, c'est des normes, et pas un véritable budget, alors que ce budget ne sera pas adéquat pour l'élargissement, on aura un problème. Ça, c'est le premier point que je vais faire. Et après, je vous poserai une question, puisque la salle est un peu timide, mais sur laquelle je vais vous laisser le temps de réfléchir en donnant d'abord la parole à Pascal, qui est où s'arrêtent les frontières de l'Union européenne. Pascal. So I'll have... Bien, où sont les frontières de l'Union européenne? Bon, je vais essayer de réfléchir alors que je réponds à cette très bonne question. La première question, c'est vrai, on aurait dû l'aborder parce qu'elle est très importante. Alors, il y a deux choses que j'ai à dire à ce sujet. Déjà, j'ai l'impression qu'on sous-estime certaines décisions politiques qui sont très importantes, qui ont déjà été prises par la majorité qualifiée. Et il n'y a pas besoin d'unanimité dans ce cas-là. Je ne dis pas que vous l'avez fait quand vous nous avez posé la question, mais en tout cas, il y a beaucoup de domaines très sensibles qui déjà ont fait l'objet d'une prise de décision à la majorité qualifiée en Union européenne. Voici un exemple récent et excellent. C'est la nouvelle directive sur la nature de l'Union européenne et nous sommes passés par un vote à la majorité qualifiée. Très bonne décision en Irlande et dans d'autres pays, mais en fin de compte, on a réussi à prendre une mesure, prendre une décision. Dans d'autres domaines, il faut l'unanimité. Et je crois que ces domaines en nombre vont réduire. Bon, je ne suis pas sûr que le nombre va beaucoup baisser cependant. Mais ce que j'ai à dire à ce sujet, c'est que nous sous-estimons en fait le progrès que nous pouvons faire de temps en temps, même si, bien sûr, il faut l'appui de tous les autres États membres. Par exemple, la fiscalité dont Laurence vient de parler, c'est un domaine qui compte énormément pour certains pays. Même si nous n'avons pas besoin d'avoir l'accord de tous les pays pour un accord dans le domaine de la fiscalité, nous avons complètement changé le régime de la fiscalité au sein de l'Union depuis 5 ans. Même si, bien sûr, c'est le sujet qui intéresse tous nos pays. Donc, je dirais, ne sous-estimons pas non plus le nombre de décisions pour lesquelles on n'a pas besoin de l'appui complet de tous les membres. Et ne surestimons pas non plus l'importance de l'unanimité. Je pense, en ce qui me concerne, qu'il y aura d'autres points d'achoppement que nous devrons aborder, dont d'autres orateurs nous ont fait part. Ce qui vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir aux frontières de l'Union européenne. Bonjour, Laurent Dublanchet, je travaille chez Air Liquide. Comment est-ce que vous adressez les objections de ceux qui vous diraient que le marché intérieur n'est pas encore achevé, l'union des marchés de capitaux reste encore à faire, l'Europe de la défense pose des vraies questions? Donc comment ces objections qui sont légitimes peuvent être traitées aussi dans cette optique-là, sachant qu'il y a l'impératif éthique d'élargissement, mais il y a aussi de vraies questions d'élargissement et d'approfondissement du marché intérieur qui reste encore entière? Merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut prendre cette... The question was, what would we ask? Alors, quelle est la réponse? On dirait déjà, vous avez raison. Le marché unique n'est pas finalisé. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche, c'est vrai. Il faut déjà réduire les barrières qui existent dans le domaine économique. Et je crois que c'est l'une de nos priorités. En tout cas, ça devrait être l'une des priorités de la nouvelle Commission, c'est-à-dire de voir le Green Deal qu'on a depuis 5 ans, l'accord dans le domaine du vert, avec les aspects de la concurrence, de la force économique, une Europe forte et là où nous avons une industrie, une économie qui est bonne pour la prospérité de l'Europe. Et c'est ce que Enrico Letta nous a présenté dans son rapport. Et nous avons aussi un plan en Autriche qui comporte 10 points afin de réduire les obstacles et afin de finaliser ce marché unique. Effectivement, c'est extrêmement important pour l'Europe et pour notre prospérité à l'avenir. N'attendons pas, finissons-le maintenant.
Je crois que c'est essentiel que nous pourrions être plus compétitifs, que notre productivité être plus grande et que nous sommes meilleurs à ce qui concerne notre économie. C'est essentiel pour que nous pourrions faire face à ces questions qui sont liées avec l'élargissement que nous avons discuté. Alors, il faut avoir une économie qui bouge pour que nous pourrions faire l'élargissement. Et je crois qu'ils sont liés là. Sur la question de timing, je crois que vous savez, ça c'est la question. Et le processus de l'élargissement va prendre un temps. Ça va prendre du temps. Et au même temps, nous devrions travailler, comme ça a été dit, sur notre marché intérieur, que ça pourrait être plus efficace. Et il faut réfléchir comment est-ce qu'on fait avec les pays de réunir dans ce marché intérieur. Ça que nous avons fait avant, avec l'élargissement en 2004-2012, était que dès qu'ils sont membres, ils sont part le marché intérieur. Je crois que cette fois-ci, il faut réfléchir d'avoir un système que, pour certaines parties du marché intérieur, doit être ouverte, ou une ouverture pour les pays candidats déjà avant qu'ils soient membres. Prenez par exemple le transport, c'est déjà le fait dans le Balkan. Prenez l'énergie, même chose sur le Balkan aujourd'hui, mais en train d'être ouverte aussi à ce qui concerne l'Ukraine. Je crois que cette approche doit être là au même temps. Bonjour, Arnaud Fontaine de l'Agence française de développement. Une petite question sur qu'est-ce qui explique, en fait, à votre avis, le différentiel entre votre consensus apparent sur l'élargissement de l'Union européenne avec l'hostilité du grand public qu'on observe souvent dans nos démocraties sur cette ouverture. Comment vous l'expliquez selon vous ? C'est une excellente question. C'est un petit peu pour ça que je parlais des frontières. Il y a une dame ici qui voulait poser une question aussi. Je crois qu'on va en prendre deux à la fois pour laisser un peu le temps à nos panélistes de répondre. Sophie Sidos, présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Votre question, elle est un peu la même que la mienne. Compte tenu de ce qui se passe en France aujourd'hui, dans notre système politique, nous, les entreprises, on est très pro-européens, on est quand même très inquiets. Vous qui êtes à l'étranger, comment est-ce que vous percevez ce qui se passe chez nous aujourd'hui ? OK. Comme on n'a pas énormément de temps, à ce moment-là, je reprends encore deux questions, comme ça chacun peut réfléchir. Il y en a deux là qui lèvent le doigt depuis tout à l'heure, et puis une devant. Deux là-bas. Oui, bonjour, merci. Il y a un des intervenants qui a dit tout à l'heure que ça ne serait pas forcément nécessaire de modifier les traités pour faire un nouvel élargissement. Mais il me semble qu'il faudrait au moins s'assurer du respect de l'état de droit déjà dans les États membres existants, notamment la Hongrie, avant d'élargir. Et peut-être que pour ça, il faudrait réformer l'article 7 du traité sur l'Union européenne pour être sûr qu'enfin tous les États membres respectent tous les standards de base de l'état de droit et que donc les nouveaux États le fassent aussi. Merci. Merci, c'est une excellente question. Votre voisin voulait poser une question ou c'était la même ? C'était la même. D'accord. En fait, on a beaucoup agi sur la Hongrie pour qu'elle respecte l'état de droit en faisant des auditions, en lui faisant faire des réformes de son système de justice, en ne versant pas les fonds du budget auquel elle pouvait prétendre tant que ces réformes n'étaient pas faites. Et je vous invite, puisque Christian a eu l'amabilité d'en parler, à lire le rapport des experts franco-allemands qui étaient indépendants et que nous avions demandé avec mon ex-collègue Anna Lourmann sur le sujet. Qui veut reprendre les questions du début? Yeah, I think you're the victim. I'll give. Oui, je pense que vous êtes la victime. Très bien, alors je me lance. Eh bien justement, je ne sais pas quelle est la réponse à cette question concernant les frontières de l'Europe. Je reviendrai à cette question tout à l'heure. En tout cas, l'autre question c'était que dire en faveur de l'élargissement? Pourquoi, dans certains cas, ce n'est pas une question abordée par les politiques? Pourquoi ne bougeons-nous pas? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la société qui ne croient pas
que cela va arriver parce que les gens se disent non, ce n'est pas le sujet, il n'y a pas beaucoup de débat au sujet de l'élargissement. Et justement, ça me mène à l'autre question. Bien sûr, je ne suis pas français comme vous l'avez remarqué. Alors qu'est-ce que je dirais concernant la situation en France à un public français? Alors, tout à l'heure, j'ai pris des précautions parce que je vous ai fait part de 2 arguments dans mes propos liminaires, et ceci était basé sur l'auto-intérêt, c'est-à-dire sur nos intérêts à chacun qui nous sont propres. Si je m'exprimais devant un peuple irlandais ou un public irlandais, je dirais exactement la même chose que je vous ai dit à vous, vous principalement des Français aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis convaincu que si nous ne trouvons pas les moyens d'élargir l'Union européenne dans les années à venir, eh bien le gros défi qui nous préoccupe aujourd'hui seront de gros problèmes demain. Et avec le temps, si nous n'arrivons pas à élargir l'Union européenne, je pense que dans ce cas-là, il y aura moins de sécurité en Europe, plus d'instabilité, et éventuellement, nous serons peut-être aussi plus pauvres que si nous avions suivi un chemin différent. Je sais que c'est difficile, ce sera difficile, il y aura des exigences pour les pays qui vont revenir vers l'Union européenne parce qu'ils veulent une adhésion, mais dans notre monde, il y a des menaces sur nos têtes et des forces que j'appelle noires. Et si nous ne sommes pas groupés pour faire face à ces difficultés, nous serons moins à même de les gérer à l'avenir. Et donc, pour répondre maintenant à la dernière question concernant l'Europe, je crois que l'Europe, pour moi, ce n'est pas qu'une question de frontières ou de géographie. Ce sont des valeurs et des façons de travailler ensemble. Bien sûr, la géographie est importante, mais en tout cas, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est plus profond que la géographie, je crois. Personnellement, je pense que l'indépendance irlandaise et la souveraineté irlandaise sont plus efficaces si je parle à mes amis suédois, autrichiens ou français. C'est ça l'Europe que je veux voir pour demain. Et maintenant, pour parler de la partie occidentale de l'Europe, je dirais que le Royaume-Uni est toujours en Europe malgré le Brexit, et il faut renforcer notre coopération avec le Royaume-Uni quand nous voyons un nouveau gouvernement qui vient d'être élu au Royaume-Uni aujourd'hui. Alors, je reprends là-dessus, je suis effectivement complètement d'accord. Nous perdrions beaucoup s'il n'y avait pas d'élargissement. Mais la première question que vous avez posée ici, c'était pourquoi il y a des gens qui sont si hostiles alors qu'apparemment les pouvoirs publics, les politiques sont en faveur de l'élargissement? Eh bien, effectivement, il faut se poser la question en tant que personnage politique. Parce qu'il y a des élections en septembre en Autriche, et nous l'avons déjà dit, nous n'allons pas gagner obligatoirement les élections avec la question de l'élargissement parce que ça préoccupe les gens. Et effectivement, il y a beaucoup de difficultés dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de crises, de conflits, de problèmes. On voit ça depuis 2, 3, 4 ans. Et les gens n'en peuvent plus. Et je crois que l'une des raisons à vous donner, c'est qu'on n'explique pas assez les choses. Ce que vous essayez d'expliquer à l'instant, c'est ça qu'il faut entendre, les résultats de l'élargissement. Et puis aussi, il y a la question de la finance. À chaque fois, nous en revenons à l'argent. Et c'est ça qui inquiète les gens, c'est-à-dire « Ah là là, il va falloir payer pour d'autres pays. Sont-ils contributeurs nets ou pas pour l'Union européenne, etc. » Ce qu'il faut voir, ce sont les efforts, ce sont les bénéfices si nous élargissons l'Europe, si nous créons une zone plus stable, prospère et sûre. C'est pour ça que je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités parce que justement nous pouvons parler de ce sujet. Et je sais qu'il y a des pays qui autrefois aimaient ou voulaient l'élargissement, par exemple la Croatie, la Slovénie, notre pays bien sûr aussi, et puis d'autres pays. Et puis d'un coup, comme la France, il y a d'autres pays aussi qui semblent changer. Ils étaient vraiment en faveur de l'élargissement avant, et c'est donc le bon endroit pour nous aujourd'hui de parler de ce sujet. Et juste pour répondre à ce que disait Caroline, c'est vrai que la position française a évolué. Pourquoi ?
pour se dire qu'il fallait maîtriser ce processus d'élargissement et qu'il fallait maîtriser les réformes qu'on faisait de l'Union européenne, ce qui n'avait pas été fait dans les élargissements précédents, et que cette fois, il vaut mieux être à la manœuvre pour faire les choses au mieux pour tout le monde. Mais comme ce n'est pas à moi de parler, je vous passe la parole. Oui, une question toute simple en termes de politique fiction, et puisque c'est la conclusion, nous n'avons pas parlé de la Turquie, qui est candidate depuis plus de 30 ans, et puis je pense à la Russie. Mais la Russie, d'après Poutine, je parle évidemment en termes de politique fiction, n'oublions pas que la Russie, jusqu'au XIXe siècle, faisait partie de l'Europe tout naturellement. Et en 89, Boris Eltsine avait manifesté l'idée d'une éventuelle adhésion à terme à l'Europe. Donc, ma question sur la Russie et la Turquie. On va prendre une deuxième question, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. Guillaume Closset, ancien Sherpa au Conseil européen et président du think tank Europa Nova. Tout à l'heure, Jean Tirole va parler, et il va parler du décrochage européen, du point de vue technologique et scientifique, avec le risque d'une accélération dans les 5 ans qui viennent dramatique. Pour moi, l'élargissement est possible si on est dans une dynamique de croissance forte. Et la question que je me pose, c'est que comment on fait pour résoudre un décrochage économique, scientifique, social qui est extrêmement rapide dans les 5 ans qui viennent, sachant qu'on a perdu par rapport aux États-Unis en gros 60% de PIB par tête relatif les 15 dernières années, et que ça pourrait doubler dans les 10 ans qui viennent si on n'a pas une réponse. Et pour l'instant, on n'a pas une réponse parce qu'il y a une concurrence chino-américaine et il y a la volonté d'utiliser aussi bien de la Chine que du côté des États-Unis l'Europe comme un terrain de jeu économique. Merci. Alors, je vais m'inscrire en faux. On n'a pas perdu du tout 60% de PIB par tête par rapport aux États-Unis. On n'a pas comblé l'écart, mais on n'a pas perdu. On baisse en productivité, ce qui est un petit peu différent. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas mieux faire. On est bien d'accord. Qui veut prendre la question ? Je commençais peut-être. Juste, c'est une question sur le changement de traité. Et à cause du respect de droits de l'homme et de l'état de droit surtout. Je crois que ce rapport a bien expliqué la nécessité. Et moi, j'ai travaillé avec élargissement la plus partie de mon carrière. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur. Il faut avoir un système qui, très étroitement, aide les pays candidats de mettre en place les structures nécessaires pour cet respect. Et en même temps, il faut aussi réfléchir comment nous pourrions renforcer les instruments que nous avons au sein de l'Union aujourd'hui pour avoir un respect de ça. Parce que c'est essentiel dans cette coopération de droit qui est l'Union européenne. Peut-être 2 mots seulement sur la Turquie. La Turquie, oui, c'était un candidat. Mais dès 2018, les négociations sont gelées. Ils sont gelés parce que la Turquie n'a pas fait les efforts qui sont nécessaires pour ça d'aller en avance. Et je crois que pour le moment, ça, c'est la situation. Je ne vois pas que ça va se changer demain ou après-demain, honnêtement. En ce qui concerne la Russie, malheureusement, je travaillais avec la Russie dans le 90. On a cet espoir que la Russie va venir être un pays européen avec la civilisation européenne, démocratie, etc., qui fait partie. Ce n'est pas le développement. Aujourd'hui, la Russie est une autre chose, une autocratie, une dictature, qui fait une guerre contre l'Ukraine. Alors, pour cette raison, je crois, malheureusement, pour le moment, ce n'est pas une question de discuter comment nous pourrions avoir la Russie dans une coopération européenne. Aujourd'hui, la question est comment est-ce que nous pourrions soutenir l'Ukraine pour qu'elle pourra gagner la guerre contre la Russie. Sur le... So I might just say one quick comment. Alors j'ai un commentaire rapide concernant la croissance. Je vois que là vous bougez, quelqu'un me fait signe qu'on a 2 minutes. Alors, très rapidement, la question de la croissance.
Vous savez, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait ces équilibres à trouver entre l'élargissement et la croissance, ou une décision à prendre, par exemple, ou élargissement et marché unique. Parce que je pense que tous ces débats que nous avons sur l'élargissement sont en fait basés sur nos propres intérêts. Et donc, nous devons trouver les moyens d'avancer en même temps sur d'autres projets. Maintenant, en ce qui concerne la croissance, vous avez raison. Les perspectives pour l'Union européenne de la croissance à moyen terme est en dessous d'autres régions du monde. Donc, il faut trouver une réponse et il faut peut-être penser aux politiques fiscales, aux investissements et au marché des capitaux au sein de l'Union européenne. Cependant, il faut avoir aussi plus de confiance. Par exemple, l'égalité en Europe, comment la gérons-nous? Je suis fier de ça. Nous avons progressé concernant la durée de vie. Et là, nous devrions en être fiers. Et beaucoup de régions en Europe se sont améliorées dans le domaine de la productivité. Nous devrions nous en féliciter. Donc oui, il faut travailler du côté du front de la croissance. Mais regardez, dans beaucoup d'autres volets de l'histoire européenne, nous nous améliorons. Et c'est l'histoire que nous devons raconter au niveau mondial. Interjecté dans ce débat entre Européens. C'est tout à fait exact que l'Union européenne a des difficultés de compétition et, monsieur, vous avez tout à fait raison si on compare avec les États-Unis sur certains aspects. Mais quelle est de loin la plus grande puissance donatrice dans le monde pour aider au développement? Et de loin, c'est l'Union européenne et ses États membres. Quelle est l'entité qui peut faire basculer dans le bon sens la transition énergétique dont on a tellement besoin? Est-ce qu'on peut y arriver sans l'Union européenne? Je pourrais multiplier les exemples qui font que le Canada espère que vous allez réussir et si vous voulez vous agrandir, bien que vous réussissiez dans cet agrandissement. Je voudrais juste vous donner un peu confiance. J'ai noté une différence de ton entre les panélistes et les questions. Et je pense que les questions relevaient d'une prudence de bonne aloi. Bien sûr qu'il faut être prudent. On ne peut pas faire entrer des pays qui risquent de paralyser l'Union européenne. Il faut qu'ils fassent un effort pour atteindre les critères d'entrée dans l'Union européenne. Et il y a beaucoup de démocrates de bonne volonté dans ces pays qui veulent y arriver et qui s'appuient sur l'Union européenne pour améliorer leur pays. Mais rappelons-nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu d'effet domino après le Brexit. Que là, l'enjeu, c'est de savoir jusqu'à quel point vous allez vous agrandir et vous approfondir. Je ne peux pas commenter comme diplomate étranger trop la politique française ou européenne, mais permettez-moi de noter que des forces politiques qui, il y a quelques années, faisaient campagne en préconisant la sortie de l'Union européenne, ne le font plus. Peut-être qu'ils y pensent encore, mais ils n'osent plus le dire, parce qu'ils savent que ce n'est pas populaire, que cette idée de remplacer l'euro par je ne sais pas quoi, par un écu ou quoi que ce soit, personne ne veut adhérer à ça. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut bien noter. Il faut noter, par exemple, que dans les sondages, oui, l'Union européenne n'est pas toujours très populaire, mais elle est généralement plus populaire que les gouvernements nationaux dans à peu près tous les pays de l'Union européenne. Donc, il faut être prudent, il faut avancer avec une grande prudence, c'est tout à fait vrai. Faire entrer un nouveau pays, c'est un ensemble d'arbitrages très compliqué, il ne faut pas sous-estimer ça. Mais bon, on sent que l'Ukraine a besoin de vous, et puis on compte sur vous. Merci. Merci pour ça. Je voudrais que vous partiez en retenant 3 choses. Plus prospère, plus sûr et une machine à fabriquer des démocraties. Et un grand merci à vous pour vos témoignages et contributions.